Bonjour tout le monde. Bienvenue sur le live, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. La dernière fois c'était sur le freestyle. Exactement. On ne vous cache pas qu'on a tenu nos engagements. On a été chez Nabil, on a été faire un entraînement freestyle. On vous regarde la vidéo. Même s'il a dit que tout le monde pouvait le faire, on a bien morflé. Moi, pendant 2 jours j'ai eu des courbatures. Puis on est passé vraiment pour des vieux papis avec les petits jeunes qui s'entraînaient. Ouais. Mais défi relevé. Aujourd'hui avec Christophe Salaris. Bonjour Christophe. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors Christophe, il est kiné, il est ostéopathe et surtout il est pratiquant de taekwondo et ancien combattant de taekwondo. Alors vas-y, Christophe, quel âge tu as? Qu'est-ce que tu veux savoir? Mon âge. Quel âge tu as? J'ai encore 49 ans. Super, 49 ans, donc un petit jeune. Un petit jeune, Voilà, donc tu as commencé le taekwondo il y a combien de temps? il y a très longtemps. Une année Alors, par exemple? J'avais 16 ans, donc ça remonte à plus de 34 ans. Ouais. 34 ans. Et tu as commencé où? J'ai commencé en Belgique. Belgique? J'ai commencé en Belgique. Tu viens de Belgique? J'ai vécu là-bas. Ouais. D'accord. J'ai vécu là-bas. Puis après, mon père habitait Paris, donc je venais sur Paris. Ouais. J'ai rencontré mon professeur C'était qui? Adama Koulibaly, Ah, donc à Paris à Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Voilà. D'accord. Et puis après, j'ai été passionné, mordu, et j'ai continué pendant des années. Donc tu as combattu dans quelles années? C'était les années 2000? Ouais, un petit peu même avant. Et en fait, quand il y a eu les moins de 64, les moins de 62, et après je suis resté moins de 68, moins de 67. Si je me souviens bien, c'était à l'époque où il y avait le championnat de France N1, N2. J'ai connu avant le N1, N2, j'ai connu le N1, N2, et j'ai connu l'après N1, N2. Ah, parce que pour les petits jeunes, il fut une époque où il y avait tellement de pratiquants de taekwondo, où, Ouais, il y on avait était tellement de nombreux. niveaux. Et il y avait tellement de niveaux que quand on allait au championnat de France, on se faisait défoncer la gueule. Donc la fédération avait dit on va faire une Ligue 1, une Ligue 2 pour éviter que les petits débutants se fassent casser la gueule et ne reviennent pas l'année suivante. C'est ça. Car les jours des compétitions, les ambulanciers, les infirmiers, ce jour-là, ça n'arrêtait pas d'aller sur les aires de combat. Et on oublie, mais des fois, à l'annonce des combats et des tirages, il y avait des gens qui se présentaient pas. Oui. On oublie ça. Et il fut une époque où le taekwondo avait un peu plus d'impact. D'ailleurs, c'était l'époque où c'est comme ça que ça marquait les points. Ah oui, il fallait... Il fallait qu'on entende les bruits dans le public. Ouais. Si les arbitres étaient aveugles, ils étaient pas sourds, donc fallait taper. Donc à l'époque, il y avait ça, et donc tu as combattu à cette époque-là. Tu as fait des championnats de France, des podiums aux championnats de France? Alors, j'ai été au championnat de France, N1, N2? N2, et puis après championnat de France classique, Classique. avant et après. Le dernier que j'ai fait, j'ai dû arrêter sur double entorse. Ah. Ah oui. Ouais. J'ai mis un KO en mandolio. La personne est tombée sur moi par le KO, donc à l'impact, ma cheville a pété. Et quand il est tombé sur moi, c'est l'autre cheville qui a pété. Ah. Et donc après, j'étais en quart ou en 8e. Et là, à un moment, le sportif qui s'entraîne, qui n'écoute pas son corps et qui est dans le haut niveau, il y va. Et puis je fais des doublés et à un moment, mon corps ne m'écoute plus, ne m'obéit plus. Donc je faisais les doublés, je tombais par terre. À un moment, je fais un retrait, mon buste recule, mais mes jambes ne m'obéissent plus. Et Adama voulait jeter l'éponge. J'ai été le voir, je fais tu jettes pas l'éponge. Et après, j'ai perdu parce que c'était normal, j'étais blessé. Et après, j'ai été comme tout le monde pleurer dans mon coin parce que... Et puis après, tu as été voir un kiné. Et non. Et après, je me suis soigné. Parce que j'avais déjà commencé mes études de kiné à l'époque. Alors, on va pas spoiler la suite. Et au niveau taekwondo, tu as fait d'autres choses à part les championnats, quelques open? Ouais, j'ai fait quelques Open. À l'époque, j'ai fait l'Open de Luxembourg que j'ai remporté. Bien. Il y avait l'Open de Sardaigne qui était très relevé. Très vrai. Très relevé. Et c'était un des plus beaux Open que j'ai fait. Pourquoi? Parce que à un moment... mer. Parce que déjà, c'est la Sardaigne, c'est mes origines. D'accord. Un Forza Italia. Mais c'est surtout qu'à un moment, pendant la compétition, ils arrêtaient la compétition. Il y avait une pause de 2 à 3 heures. On pouvait retourner à l'hôtel, prendre des douches, revenir. Pour que les athlètes soient bien. Et donc, il y avait des équipes nationales. Moi, j'étais parti cette année-là avec l'équipe nationale belge. Mais j'étais en partenariat qu'on m'avait pris. Et en fait, c'était l'entraîneur de l'équipe nationale belge qui avait amené ses élèves. C'était l'équipe nationale sans être l'équipe nationale, quoi. J'étais parti avec eux, parce que comme je faisais mes études en Belgique. Et arrivé là-bas, à la fin de la compétition, toutes les équipes étaient amenées à un repas.
Et donc il y avait Convivial. Très convivial. très convivial, Génial, une ça. super organisation, quelque chose du haut niveau. Donc voilà, au niveau sportif, on est quand même avec quelqu'un qui a touché le haut niveau. Donc, Ouais. parce que souvent les gens disent mais c'est qui celui-là qui parle. Donc bah voilà, côté taekwondo, on sait qui tu es. Comment justement tu fais ta transition vers ton métier aujourd'hui de kiné? Parce que tu dis tu avais déjà commencé à travailler. Bien, quand j'ai fait mes études, j'ai cherché un métier qui me permettait d'être dans le sport et d'être indépendant. Et je me suis dit, comme j'étais déjà dans la recherche de la performance, dans la recherche de l'efficacité, Oui. ben, je me suis dit kiné c'était pas mal. C'est vers quelle... En seconde? Dès la seconde? Première? Vers la fin en terminale. D'accord. En terminale. Avant ça, je ne savais pas. C'était une époque où il n'y avait pas de problème de choisir ce Il n'y avait qu'on pas voulait faire. Parcoursup, ouais. Il n'y avait pas Parcoursup. Donc ça, c'était pas un ordinateur qui choisit Ouais. pour toi. Il n'y avait pas Ouais. d'algorithme à l'époque. Mhm. Et donc, je suis parti dans une école de kiné. Et pour moi, c'était important parce que mes études me permettaient de prendre ce qui existait, de comprendre le corps, le mécanisme, la préparation physique pour vraiment essayer de performer. Et quand tu as commencé l'école de kiné, tu faisais encore du taekwondo? Oui, Et c'était pas trop dur à concilier les deux? c'était dur. Ouais. Mais à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, donc c'était facile. Ouais, t'étais moins, Ah. moins dispersé. Voilà, ça, c'est un message pour les athlètes. Message pour les jeunes. Pour les jeunes, Manifestation. pourquoi? Parce qu'à l'époque, ben, je faisais ma prépa physique tout seul. Donc, c'est-à-dire, pour vous donner une idée, j'allais courir, je me levais plus tôt, j'allais courir le matin. Et dès que j'avais une pause de 1 heure ou 2 heures, j'allais à la salle de muscu. Et j'avais entraînement 3 fois par semaine en club. D'accord. Et je m'entraînais comme ça. Et les jours où j'avais pas entraînement en club, je faisais à côté des steps, des déplacements, etc. Tu veux dire une grande autonomie. Ouais, On Voilà. a beaucoup mais d'athlètes. c'est presque professionnel parce que en fait, il y a tu fais les études qui te permettent d'optimiser tes entraînements. Est-ce que tu en étais déjà là ou Ben, en fait, j'en avais pas conscience Ouais, à l'époque. Ce qui m'intéressait, c'est vraiment d'être performant, parce que comme tu l'as dit, c'est qu'à l'époque, le niveau français, c'est parti d'une... On va dire, tu avais les Coréens, tu avais les Français, tu avais l'Espagnol, mais au niveau européen, on faisait partie... Ouais, on faisait partie de l'élite. Hein. On était l'élite. Hmm. Et il y avait des athlètes en France où tu savais que si tu allais les rencontrer, c'était la guerre, hein, c'était le Vietnam. Ouais, voilà, quoi. Il y ouais. avait En fait, on se préparait plus physiquement pour éviter d'avoir mal que pour être Voilà. optimum, quoi. Et on savait aussi que pour avoir des points, la performance faisait qu'il fallait taper fort. Ouais. Mm. Et taper fort voulait dire qu'il fallait être fort, parce Ouais. que fallait que ça claque. Mm. Et moi, je me souviens de coups de pied donnés dans le plastron où tu sors de la compétition, ben, malgré les protèges tibias, tu as les deux Ouais, t'as les deux. tibias. Deux traces. Voilà. Et donc ça, c'est des souvenirs de la carrière Ouais. personnelle. Et donc toi, cette transition, en fait, elle se fait en douceur alors pour toi? Ou c'est le fait d'être kiné, tu dis t'as le temps, mais t'arrives, ou à un moment donné tu sens que ça lâche et que le taekwondo, bah, ça doit passer un peu en... En fait, la passion était tellement forte Que tu trouvais le temps à et l'époque. que je Ouais. trouvais le temps. Et je ne vivais que pour ça. Parce que c'est quand même, on va pas dire que c'est facile des études de kiné. Non, c'est très difficile. Et puis surtout, en Belgique, c'est pas le même système qu'en France. En France, tu pars par module, tu les valides, c'est fini. Oui. Mm. En Belgique, c'était un système où Faut tout faire d'un coup. voilà, tu avais tout en janvier, décembre, janvier et tout en juin. Et en fait, tu devais avoir 60% de moyenne générale. Oui. Si tu avais moins de 60%, une note en dessous de 5 sur 10, tu refaisais tous ceux que tu avais en dessous de 6 sur 10. Et donc tu as arrêté le taekwondo parce que tu n'arrivais plus à gérer les deux, ou parce que tu avais fait le tour du combat? Non, j'ai continué le taekwondo pendant un moment. Après, la vie, la passion, elle a un peu diminué. Je sais pas, c'était moi aussi, hein, j'ai peut-être plus Oui, on passe à autre chose. Hein. On passe à autre Autre chose. chose, Mais par la suite, j'y suis revenu par la suite. Ah, c'est vrai, tu m'as dit champion. J'ai oublié, tu vois, c'est l'Alzheimer, c'est le grand âge. Hein. Mm. Mais après, par la suite, ben, j'y suis revenu. Et j'ai été dans un de mes clubs avec qui je m'entraînais aussi, qui était le club de Créteil. Ah, tu t'entraînes aujourd'hui au club de Créteil? Non, je m'entraînais à l'époque. D'accord. D'accord. Il y avait Xavier, il y avait Oui. Rudy Coldol. Et donc, je m'entraînais avec eux. Et un jour, je déménage, j'habite sur Créteil. Oui. Et alors, j'appelle et je dis oui, je voudrais savoir, je vois Club Taekwondo. Tu tiens. Et là, Xavier me reconnaît tout de suite. Il me dit Salaris. Je dis ouais, Xavier. Et il dit ouais, viens. Et donc, je me reprends en jeu. Je commence à réentraîner des athlètes. C'était en quelle époque ça? C'est quoi, c'est début 2000, non? Ouais, Ouais, je vais te dire à peu près, puis ça va te rappeler. Pourquoi? Parce que je me reprends en jeu, j'entraîne les seniors et je vois que malgré mon âge,
j'arrive à tenir la cadence. C'est jamais bon ça. Et je me dis, voilà, ça me titille. Eh ben alors justement, je t'interromps parce qu'on va faire un peu des discrétions. Comment tu l'expliques? Que tu sois au même niveau que... Est-ce que c'est parce que, t'es super bon? Parce que justement, tu as réussi à optimiser au maximum ta préparation avec tes connaissances en kiné? Ou c'est que déjà, tu constates que le niveau physique diminue chez les seniors? Je pense qu'il y a un petit peu des deux, parce que l'évolution technique s'est diminuée au niveau de toutes ces années. Oui. À notre époque, à la vieille époque, comme on pourrait dire, le All Taekwondo, comme ils l'appellent, il y avait plus de variations dans les techniques. Et comme on l'a dit tout à l'heure, quand tu voulais marquer ton adversaire, il fallait vraiment que ça marque. Donc l'entraînement physique était très dur. Donc la préparation physique que je faisais, c'était une préparation assez intense. Et le fait d'avoir arrêté le taekwondo, mais de m'être entretenu, parce que j'aimais le sport, le bien que ça donne pour le corps, a fait que quand je suis arrivé, des athlètes qui s'entraînaient juste comme ça, j'avais une marge de progression. Et après, le fait de t'entraîner, tu reviens très vite. Comme quelqu'un qui a appris à faire du vélo, il a fait des montagnes, il a fait du VTT off-road, le jour où on dit il s'arrête pendant 5 ans, on va rouler, au bout de 1 heure, il commence à refaire des choses que quelqu'un qui en fait depuis 1 an, 2 ans. Et donc c'est comment tu replonges dans le taekwondo. Et là je replonge dans le taekwondo, ouais c'est vrai, et par la suite je fais senior et vétéran, parce que j'étais déjà en catégorie vétéran. Ouais, dès 30 ans t'es en vétéran, ça va vite. Oui mais j'étais déjà vétéran 2. Ah mince. Donc je fais senior et vétéran, je me qualifie pour les Îles-de-France. Là, la mère de ma fille doit passer ses examens d'infirmière anesthésiste. Le lundi, elle me dit écoute, ce week-end-là, il faut que je révise. Donc, j'ai pas été. Je l'ai pas fait. Oui, parce que j'avais fait 2e au Val-de-Marne. J'avais rencontré le frère de Mamedi Doukara. Voilà. Mamadou. Qui est un très très bon combattant, qui tape dur. Famille de cognards. Famille de frappeurs. Et donc, je continue sur les vétérans. Et donc là, je fais vice-champion de France vétéran. Et là, je suis sur le podium, mais ça ne me plaît pas. Donc, je regarde le gagnant. Je lui dis, l'année prochaine, tu es là? Il me dit, oui, l'année prochaine, je serai là, tu seras là. Il dit, ça va, je reviens pour toi. Je dis, ok, moi, je reviens pour toi. Et je refais une année. Et là, je fais que les vétérans. Ceux qui me connaissaient me disent, Christophe, qu'est-ce que tu fais dans les vétérans? Mais je suis déjà d'un certain âge, puisque je suis classé vétéran 2, et là je fais champion de France. Et là je quitte là-dessus sur champion de France vétéran. Point. Voilà, point d'orgue. Point d'orgue pour revenir, mais tu vois, ça m'était complètement, puisque c'est... Non mais c'est bien, ça permet de voir qu'on a affaire à quelqu'un qui s'y connaît en combat, parce que souvent on nous dit mais d'où vous parlez? Voilà, on parle de Christophe Salaris, qui s'il n'a pas été le plus grand champion du monde, reste quand même un grand champion. Je vous mets au défi d'être champion de France tout court, j'en connais pas beaucoup des champions de France. Tiens toi. Les champions de France Master. Ouais. Une fois ou 2 fois? Une fois, parce que la 2e fois j'ai dû m'arrêter en finale à cause des vertiges. Voilà, et 3e au championnat de France. Les vertiges pour l'émotion? Non, vertige, je sais pas, je m'étais levé et puis dès le matin je voyais que toute la terre tournait sauf moi. Et voilà, j'ai combattu, je crois que j'ai fait 2 combats, mais presque tu viendras me voir, je te donnerai ma carte. dans le flou, et puis voilà. En tout cas, oui, on voit un vrai parcours martial, mais également un grand parcours kiné. Donc, quand tu as été kiné, j'ai rigolé, mais en fait, je rigole pas. C'est que tu as un panel énorme, parce que tu es kiné, tu es ostéo, et tu continues à te former encore. Ouais. Exactement, cette année-là, j'ai fini kiné du sport. Donc, je me suis c'est une spécialisation? C'est une spécialisation d'1 an. De combien? D'1 an? De 1 an, et c'était 3 jours par mois sur Lyon. Ah oui. En présentiel? En présentiel, ouais. Il n'y a pas de distanciel. Et c'était vraiment très, 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 très intéressant. J'étais avec une école qui s'appelle Calif. Donc, et le but, c'est quoi? Et le but, c'était de... Quand je me suis remis, justement, c'était par rapport au taekwondo. Parce que après Créteil, de nouveau, j'ai fait une petite pause. Je suis revenu parce qu'on m'a appelé, une de mes élèves qui a repris le club de Villeneuve-Saint-Georges, qui m'a demandé de m'occuper. Donc Sophie...
Sophie Félicité. Exactement, Ouais, d'accord, Soso, ouais. Manu, ok, et puis voilà, donc on a repris ensemble le club de Villeneuve. Après, on s'égare, il y a beaucoup de choses, hein, tu vois. Ah, mais c'est ça le taekwondo. C'est ça le taekwondo. Et on a repris, et je me suis occupé des compétiteurs pendant 3-4 ans à peu près. Ça t'a permis de voir la matière. Et je me suis mis à un moment, vu que j'avais mon passé de taekwondoïste, de compétiteur, avec une façon très précise, comme tu l'as dit, la performance a été toujours mon leitmotiv, c'est ce qui a permis de garder mon niveau pendant très longtemps, parce que mes études de kiné m'ont permis ça. Mais à un moment, il faut savoir se remettre en question. On va se dire, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain, la science a évolué, les statistiques, les études scientifiques ont prouvé d'autres choses, donc j'ai voulu moi me remettre un petit peu au niveau. Et ben justement, je te pose la question. Tu as connu le taekwondo dans les années 90, 2000 et tu connais le taekwondo aujourd'hui. Et tu nous dis, les choses ont changé, la vérité d'avant, un changement principal. Un changement principal. Ou deux ou trois, hein. Oh, il y en a, il y en aurait tellement, mais en tout cas, quelque chose qui te marque, toi. Si je devais te demander, c'est quoi alors, le changement principal? Le changement principal, c'est l'efficience technique qui a diminué au niveau taekwondo. Donc, quand je dis l'efficience, on pourrait y mettre plein de choses, mais... Alors, ce qu'on appelle l'efficience, c'est quand on tape l'énergie dégagée, par exemple. On pourrait dire ça, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui va être économique et écologique dans l'énergie que tu vas dépenser. D'accord, ouais. D'accord. Sauf que l'avantage du plastron électronique a amené beaucoup de bonnes choses. Les bonnes choses, c'est qu'il y a moins de chaos au niveau de la tête avec les casques. C'est vraiment mieux, ça. Ah, j'ai dit pour la... C'est une question de goût. C'est-à-dire, Attends, je parle de la santé. Là, c'est le kiné qui parle. C'est le mec de santé. Voilà. Mais nous, en tant que spectateurs, si ça est Au pas niveau de la santé des athlètes, il y a une grosse diminution. Mm. Maintenant, ça a amené aussi des mauvaises choses. Des mauvaises choses, c'est que le taekwondo, c'est limité à quelques coups de pied. Et quand je dis quelques coups de pied, on va parler du cut. Ah, il y en a quand même beaucoup aujourd'hui, ça part dans tous les sens. T'as l'impression d'avoir des spaghettis à la place des jambes. Le bitolo. Mais Enfin, moi, à chaque fois, je suis obligé de mettre sur pause et ralenti pour voir comment il est passé. Mais c'est un coup de pied qui vient maintenant du taekwondo moderne et qui n'est pas un coup de pied même, on va dire, physiologique, anatomique. Ah, c'est vrai, oui. Parce que quand on va donner un coup de pied, la fin du mouvement on va dire l'extension du genou se fait un verrouillage. Donc on a une rotation interne qui se fait. Et pour pouvoir marquer, on va devoir entraîner une rotation de hanche. Alors sans être trop scientifique, il faut savoir que quand je fais un mouvement, si je le fais très vite, ce sont les structures passives qui vont accumuler l'énergie, qui vont diriger le mouvement. C'est-à-dire si je fais ceci, voilà, je ne contrôle pas. J'ai juste envoyé au départ la force musculaire et après c'est les structures passives qui accumulent. D'accord. Quand on fait un coup de pied comme ceci, on envoie. Sauf qu'on n'a pas de contrôle sur ce qu'on fait. Et pour ça aussi, beaucoup d'athlètes, lorsqu'ils frappent sur le plastron électronique, il y a beaucoup de coups de pied, il y a énormément de déchets. Pour en revenir sur les athlètes que je suis, mais quand on analyse le nombre de coups portés, le nombre de résultats, et qu'on fait un ratio, on a un ratio de 3-4% de réussite. Et c'est là qu'il y a un problème. C'est que l'efficience n'est plus. Parce qu'on va avoir un athlète qui va faire 60 coups de pied. Tu trouves qu'il ne score pas assez? Par rapport, quand tu regardes le nombre qui est fait. C'est surprenant parce que moi, alors encore une fois, je dis ça de manière. Moi, je pensais que justement à l'INSEP, avec des plastrons électroniques, que les mecs allaient. Parce que c'est ce qu'on avait vendu avec le plastron électronique disponible sur un bob, tu travailles ton efficience en permanence pour avoir ton ratio qui augmente. Ben, moi, je trouve que ceux que je suis et que j'analyse quand je vois leur combat, et pourtant je prends des personnes qui sont du haut niveau en France à l'heure actuelle, qui sont champions de France. Parce qu'on rappelle que Salaris, en plus d'avoir été un ancien grand champion, suit des grands champions. Alors on ne donne pas les noms parce qu'il y a le secret médical, mais il suit d'anciens grands champions et d'actuels grands champions. Et quand j'analyse, quand je fais une analyse technique pour moi, et du haut niveau, le haut niveau c'est analyser les performances. Et quand tu prends un combat, tu analyses le nombre de coups portés, que tu analyses les coups qui ont marqué, parce que c'est bien beau de faire des coups de pied, les coups qui ont été neutralisés. Ton ratio, il est faible comme ça. Il est extrêmement faible. C'est surprenant. Ah, moi, j'étais très très surpris. Parce que justement, quand tu es dans la haute performance, la première chose que tu te prends dans la gueule, c'est des grilles de lecture. Eh oui, ben non. Moi, quand j'analyse les choses, sur la dernière que j'avais faite, c'était... Et ces athlètes-là, tu les préviens, tu leur dis, je suis pas ton entraîneur, mais dans ma grille de lecture à moi, t'es en dessous. Et moi, non, en fait, je leur fais le compte-rendu, je leur dis, voilà, tu as fait autant de coups de pied, t'en as autant qui ont marqué, t'en as autant qui ont été neutralisés,
Donc cela, on peut considérer quand même son positif parce que Ouais. t'as empêché l'autre de te marquer. Mais par rapport à tout ce que tu fais, par rapport au résultat, il y a un problème. Et ce manque d'efficience, tu l'expliques comment? C'est un manque de préparation. Parce qu'il y a à la fois la partie technique, c'est-à-dire le geste n'est pas maîtrisé, il frappe à droite, il frappe à gauche, il frappe à là. Et après, il y a le manque de physique, c'est-à-dire t'arrives pas, Autre problème. tu maîtrises pas Mais suffisamment. il y a oui. aussi la structure du plastron électronique. Parce que si t'es dans un certain angle, ça marche pas. Si t'es dans un autre angle... Oui, parce que là, ça devient comme de l'escrime, on joue à la touche. Le taekwondo, on va dire moderne, a évolué vers ça, sur préserver les athlètes. Mais quand on regarde les statistiques, Alors ça, j'y crois pas trop. Préserver les athlètes, moi j'y crois pas. C'est parce qu'il y avait trop de triche et on leur a dit, bon, si vous, ça commence vraiment à se voir la triche, donc trouvez-nous un système. par exemple, sur la triche, c'est un fait marquant. En fait, quand on regarde les statistiques, quand tu regardes plastron rouge, plastron bleu, comme l'avantage était donné au rouge, et inconsciemment, l'esprit mettait sur le rouge, puisqu'il disait c'était plus agressif, il y avait à peu près... T'avais vu une analyse comme ça? Ouais, j'ai vu à peu près 50, au-delà de 50%, 58% pour plastron rouge qui ont gagné, et 40% pour le bleu. Quand tu analyses sur toutes les compétitions, bah, tu verras. Je vous recommande de faire des petites recherches. ChatGPT, vous verrez, vous serez étonné. Alors moi, ce que je savais, c'est que pour avoir fait des stages d'arbitrage, c'est que même si on dit qu'on est neutre, c'est faux. C'est-à-dire que quand tu es arbitre, je vais pas briser un tabou. Non, il y a l'humain. Tu as toujours l'humain qui rentre et on faisait des réunions d'arbitres et on disait faites attention justement parce que par exemple quand tu tombais sur un combat qui était disproportionné, parce qu'à l'époque tu avais vraiment tous les gabarits, contrairement à aujourd'hui ils sont très similaires, quand tu avais le petit bouboule contre le grand, et ben, s'il était sympathique, t'avais envie de lui donner un petit point là. T'avais envie de l'aider. Tu dis allez, il y a été courageux, ça mérite quand même. Mais même et donc ton rouge, ça m'étonne pas, mais ça me surprend quand même. Donc ça c'est déjà au niveau statistique, ça a permis ça. L'autre point positif, on va dire, c'est un peu préservé. Maintenant, quand on analyse les statistiques, le taekwondo est le sport de combat où il y a le plus de protection. Ouais. Mais malgré ça, il y a encore des blessés. Là, la dernière statistique que j'ai vue qui m'a vraiment fait halluciner, c'est qu'on a une augmentation entre les Jeux Olympiques de 2012 et les Jeux Olympiques de 2020, parce que là, on peut vraiment voir par rapport aux équipes nationales. Comme tes données sont intéressantes, c'est des données qu'on peut retrouver où? Tu prends les IA et tu demandes, et tu vas avoir... Dans ChatGPT, vous tapez ça, vous obtenez. Et vous obtiendrez. Non, parce qu'après, on dit qu'on dit n'importe quoi. Non, là, c'est... Juste avant, en étant objectif, j'ai un peu préparé, et je me suis dit, tiens, je vais un peu m'amuser à regarder les statistiques. Et les statistiques disent que sur les lésions des membres supérieurs, et on va y venir sur le nivellement sur l'efficience, on est à 163% entre 2012, les JO 2012 et 2020. Mais c'est quoi comme blessure? Membre supérieur, ça peut être fracture, ça peut être entorse, ça peut être fracture du bras, fracture de la main. Et j'ai soigné, j'ai vu beaucoup d'athlètes là. Et toi, tu penses que c'est parce qu'ils frappent mal? Et comment? Pourquoi? Parce que quand on voit le taekwondo actuellement... Alors attention, si tu t'éloignes trop du micro, les gens t'entendent plus. Si je parle avec les mains et comme j'ai un micro, je peux pas parler avec les mains. C'est son côté italien là. Diciamo allora, excusez-moi, c'est ça a dérapé. Ça a dérapé. Non, c'est que quand tu vois l'athlète du taekwondo actuel, quand il se met en garde, il est complètement en chaîne latérale. Donc il va être complètement de profil. Alors, parce qu'on dit protège ton plastron. Voilà, alors... Et pour la technique. Voilà. Oui, c'est pour le cut, c'est pour protéger bien. Alors, voilà, on va dire c'est pour le cut. Ok, super. Non, mais j'ai pas dit qu'ils ont raison. Non, mais ça c'est l'amour qui part. Hein. C'est l'amour, on a vu, il était sérieux au départ. Et là, il y a le combattant qui est en train de se lâcher là. À la fin, il va nous refaire un colo. Mais en fait, ce qui se passe, oui, c'est qu'ils sont complètement de côté et ils ne savent pas donner un coup de poing. Les athlètes de taekwondo ne savent pas donner un coup de poing. Alors, est-ce qu'ils ne savent pas ou c'est parce qu'on leur dit aujourd'hui pour scorer, ça c'est suffisant? Alors même si tu leur dis c'est pour scorer, c'est suffisant. En fait, le scorage, il se part comment? C'est juste un capteur qui doit toucher un autre capteur. Pour l'instant, il n'y a pas de capteur sur les points. Ça arrive. Ça. Non, il est efficace. Il est aujourd'hui, Daido a sorti son plastron qui permet de le faire, mais la WT ne l'a pas validé. D'accord. Parce qu'ils veulent... Ça c'est mon avis personnel, ils veulent pouvoir continuer à influencer sur la décision du match. Un petit peu. Est-ce que toujours le côté naturel qui revient? On aime, la confiance n'exclut pas le contrôle. Les athlètes, comme ils sont complètement de côté, tu ne peux pas, pour donner une image, si vous êtes funambule, vous ne pouvez pas avancer, donner un coup de poing.
Un coup de poing va donner, c'est un transfert de force Oui. de l'horizontale, la verticale vers l'horizontale. Et automatiquement, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des coups de poing comme ceci. Oui, oui. Un grand crochet, là. Un grand crochet. Et quand ils vont arriver à l'impact, c'est, on va dire, les troisièmes, ok, qui vont arriver troisième, quatrième, cinquième. Et automatiquement, ça casse. Et comme c'est des pitaines, qu'ils ont les mains protégées, et ils pensent qu'ils peuvent taper fort, mais ils ne savent pas taper. Toi, tu penses que c'est ça? Quand tu analyses le geste technique, J'ai eu les deux mains cassées. Tu sais pas frapper? ben voilà. Tu sais pas frapper? Dans un tournoi. Bah, je pensais que si, moi. Ben non. Tu vois. Gros nul! Mais comment tu expliques cette statistique qui est énorme? Alors, pour moi, il y a deux choses. C'est que, l'enseignement, il est trop typé aujourd'hui, compétition, ce qui fait qu'on t'apprend pas à mettre le Chilugi d'avant, c'est-à-dire là où tu devais frapper et casser une planche. Parce que, à mon avis, s'ils avaient dû casser une planche, ils se seraient rendus assez vite compte qu'ils pouvaient pas la casser, et donc ils auraient corrigé. Et le fait que, comme tu dis, comme on est surprotégé, il y a un surplus de confiance qui fait que tu penses pouvoir envoyer la gouache, alors qu'en fait, musculairement, ça tient pas. Comme ils veulent taper fort, parce qu'ils savent qu'il faut que ça tape fort. Oui, parce qu'on est encore au son sur le point. Sur le point, il faut qu'il y ait la jauge qui monte, qui voit que sur la jauge, que ça... Ils regardent la jauge pour le point? Non. Moi, c'est au son, hein. C'est au son. Au son. Les Bon. arbitres, ils continuent au son. Donc en fait, ils envoient une patate de forain. Sauf Ouais, qu'ils ça, c'est vrai. ils sont pas stables, donc ils vont armer beaucoup, ils vont aller chercher de la vitesse et l'inertie là, parce qu'ils ne peuvent pas faire ceci, et ils sont pas stables. Et en fait, ils vont tous s'écraser, et là, ça va casser. D'accord. Et donc toi, tu vois une recrudescence des Oui, fractures des membres supérieurs. et la dernière compétition que j'ai vue 2 athlètes qui sont à l'INSEP, et j'en ai vu tout en continuant, l'autre, il avait cassé son métal. Et j'ai dit, mais le gars, il y va encore. Il a strappé, c'est bon, on y va. Ouais. Ok, donc il a le mental. Sauf que c'est cassé. Ouais. Donc il y a un souci. Voilà. Bon, bah, on va travailler votre Chilugi, les athlètes. Hein. Puis travailler votre panel technique. J'ai presque l'impression. Parce que parle de moi. quand je, C'est exactement ce qui s'est passé. Hein. quand je Il parle... frappe, Ouais, mais toi, t'as je- travaillé le je- Chilugi. Bah oui. Et après, t'as cassé l'autre main. Et j'ai cassé le Voilà, Dans super. le même tournoi. Voilà, magnifique. Mm. Et après, bonjour, on l'a dit, on va au travail. J'ai pas pu pendant 2 mois. Voilà, par exemple. Donc vous voyez, on vous ment pas, hein, Ouais. et on dit même pas qu'on est supérieur C'est parce que ça. cet abruti s'est cassé les deux mains. Voilà. Et tout ça sans argent, parce que t'es pas payé Sans pour. argent. Juste pour le plaisir. Ouais, juste pour le plaisir. Pour une médaille en bois. Voilà, pour une- ouais. Non, c'est Mais- c'est une private joke. Ouais, c'est ça. c'est ça. Mais c'est même quand on regarde au niveau de l'évolution, au niveau des pouncés aussi. Oui, Oui, il y a- alors oui. Il y a un gros problème. Il y a une augmentation de ce que j'ai vu dans les statistiques de 35% de lombalgie. Ouais, je suis pas Donc, étonné. Hein. donc de problèmes de lombaire. Et moi, je pense que dans quelques années, on aura des statistiques sur beaucoup de douleurs de hanche. Oui. Donc ce qu'on appelle le syndrome facétaire, le FAI. Donc c'est fémoro-acétabulaire impingement, donc traduction de l'anglais. Ouais, traduis, c'est, s'il te plaît. c'est une atteinte entre le fémur et le cotyle. Donc vous avez la tête du fémur qui vient Alors, comme ça, pour ceux qui connaissent pas l'anatomie, c'est La l'os cuisse. qu'il y a dans la cuisse. l'os de la cuisse et l'os du C'est bassin. trop fort. Et ça Bah, vient- parce qu'après, il y a le col du fémur en haut. Voilà, et ça vient comme ça. Et en fait, vous avez 2 lésions. Soit vous avez cette partie-là qui vient trop englober, mais ça c'est dans votre nature. Oui, oui, ça. Vous avez la tête qui est un petit peu, pas tout à fait, on va dire, d'une belle forme. Et à force, ben, ou ici il recouvre trop, ça va user, ou celle-ci, comme il y a un petit peu de jeu, ça va créer des frottements. Et là, je viens d'apprendre, en lisant justement, en regardant que les États-Unis, là, il y a 3 mois, au niveau de l'arbitrage, ont demandé que quand on fait un coup de pied, donc le coup de pied dans le ciel, soit pas plus haut que 15 degrés par rapport à la tête, pour arriver à quelque Non, chose mais de, déjà, de c'était une réaliste. aberration. Tu fais un abshagi, tu le mets dans la bouche, pas au-dessus des têtes. On est bien d'accord. Moi, je disais, mais en fait, le punse qui représente un kata, là, on est en train de se défendre face à des gars qui descendent en parachute. Ouais. Tu vois, Ouais. voilà, parce que... Et à un moment, j'ai même contacté des gens, des Coréens sur Instagram, qui sont spécialisés, Ouais. et je leur disais, est-ce que vous avez des statistiques sur les lésions que ça entraîne sur les cols de fémur? Parce qu'à force d'user sur des jeunes athlètes, qu'on va leur dire lève à la verticale, Ouais. lève à la verticale, on va contre l'anatomie, parce qu'à force qu'on pousse ici, qu'est-ce qui permet? Ben, on force, Ah, bah, de toute façon, quand deux pièces sont en contact, il y en a toujours une qui cède. Hein. voilà. Et c'est là qu'on voit, on va dire que le taekwondo moderne n'évolue pas dans le bon sens. Alors, Que ce Voilà. soit en combat ou en pumsé, enfin, moi, j'ai toujours dit que les défauts du combat et les défauts du pumsé étaient, enfin, c'est quelque chose en parallèle, quoi.
D'ailleurs, c'est surprenant parce que si on reprend ce que tu disais tout à l'heure en disant que le plastron électronique faisait qu'on avait moins de KO, alors ok, on avait moins de KO. Ça, c'est le point positif. Ouais, mais bon, des KO, on en a tous pris, on n'en est pas mort. Ok, il y en a qui ont perdu quelques dents, mais bon, voilà, ça fait des belles vidéos. Hein. Ça fait des beaux souvenirs. Ça fait des beaux souvenirs. Regarde, c'était moi. Moi, j'ai pris un KO, bon, voilà, je m'en souviens. Hein. Mais à côté de ça, moi aussi, on m'a donné une statistique, puisque la dernière fois, j'étais en formation, comment on appelle ça, qualification fédérale performance, et j'étais avec Ludovic Vaux qui nous expliquait justement qu'à la sortie des Jeux Olympiques de 2008, donc c'est le dernier sans plastron électronique, et donc au passage en 2012, enfin les Jeux Olympiques, il parlait en Olympiade, mais avec les premiers plastrons électroniques, il disait que tous les athlètes qui avaient basculé vers le plastron électronique, à force de la prédominance justement du cut et de tous les mouvements que tu donnais, ils ont tous été opérés des hanches. Hein. Parce que le basculement d'une pratique à une autre, les mecs ils ont forcé parce qu'il fallait qu'ils soient prêts en 3-4 ans. Quoi. Et le corps ne s'est pas habitué. La surutilisation. Ils se sont tous fait opérer des hanches. Il dit aujourd'hui, les jeunes qui démarrent comme ça, on n'a pas de recul parce que pour eux c'est naturel et donc on ne sait pas si le corps s'est adapté, l'entraînement s'est adapté, on n'a pas encore le recul. Maintenant, quand on verra dans 10 ans, mais maintenant quand tu regardes aussi, c'est que le taekwondo, comme nous on l'a pratiqué, si on voulait être rapide, on savait qu'il fallait ramener la jambe pour enchaîner. Maintenant, ils ont une pratique où j'envoie le coup de pied et je laisse la jambe traîner et j'ai pas le retour. Et c'est pour ça que au niveau, il n'y a plus l'efficience du geste. Il n'y a plus ce qui faisait pour moi le taekwondo. Alors ça, c'est le point de vue esthète, c'est-à-dire c'était joli, c'était beau. Si on va maintenant plus sur le côté médecine, quels étaient les points forts de l'époque du taekwondo et il y a quand même des points forts du taekwondo aujourd'hui où tu n'en vois pas physiquement. Hein. Cphysiquement, beaucoup moins. Pourquoi? Là, je vais parler, c'est plus le côté préparateur, le côté athlète de haut niveau, ceux que je suis, qui sont, je ne citerai pas les noms, ceux qui sont à l'INSEP, qui sont pensionnaires à l'INSEP. Donc c'est l'élite. C'est l'élite. C'est l'élite française. Je prends leur top du top. Le top du top, je prends leur pulsation. Ils sont à 80 pulsations cardiaques au repos, en venant me voir. Alors, pour donner un ordre de référence, aujourd'hui, à combien tu estimes que devrait être un athlète de haut niveau? Un SHN, sportif de haut niveau. Non, mais il y a des normes. Alors on considère qu'au-dessus de 60, tu es sédentaire. Dans les normes voilà, en dessous de 60. Les gars, vous passez trop de temps dans les tribunes. Hein. Voilà, trop sur le téléphone. Et puis sur le téléphone, voilà. Hein, vous faites trop des instants. Hein. 80. Ouais, au-dessus de 60 pulsations minutes, ils ont 80. Mais là, c'est pire que sédentaire, là. Et pourtant, ils sont à l'INSEP, ils ont 2 entraînements par jour. Je leur dis, mais. Bah oui, c'est impossible. Comment tu expliques ça? Parce que même s'ils s'entraînent mal. Est-ce que, attends, parce que moi j'ai aussi un truc qui dit qu'aujourd'hui, au niveau des poumons, du cœur, etc., que la prochaine génération a pas mal de problèmes à ce niveau-là, est en retard par rapport aux anciennes générations au niveau cardiaque. C'est-à-dire que c'est moins formé, c'est moins développé. Tout à fait. Est-ce que c'est pas aussi en rapport à ça? Est-ce que toi tu observes aujourd'hui des gens qui sont pas que sportifs? Est-ce que tu constates aussi que les jeunes, ils ont un rythme cardiaque qui est plus élevé? Non, je sais pas. Parce que non, en fait, je prends pas les pulsations cardiaques de tous mes patients. Okay. Voilà, je prends ceux de vraiment des athlètes de haut niveau. En tout cas, moi, comme on dit chez les jeunes, je suis choqué. 80 là. Je te laisse imaginer. Moi, j'étais choqué, mais j'étais fâché. J'étais fâché parce que je disais à l'athlète, j'ai dit, mais comment tu m'expliques? Mais comment ils font pour tenir alors? Mais ils font. Mais le taekwondo, et c'est plus... Le rythme a changé aussi, puisque c'est un rythme où ils sont posés, ils vont enchaîner 4 coups de pied avec la même jambe, après on bouge plus. Ça bouffe pas du cardio, ça? Et ils sont pas dans le cardio, non, il n'y a pas le cardio. Parce que moi je peux pas lever la jambe et faire 4 coups de pied, donc... Et par rapport justement à ces athlètes que je suis, après je les vois en combat, et je leur dis, mais... C'est comme ça que ça m'est venu, tiens, je prends tes pulsations cardiaques. Ouais. Parce que je suis dit, mais je comprends pas là. Et il me dit... Attends, il me dit... Ouais, mais j'étais fatigué. Ah bah tu m'étonnes, à 80 ans. Comment t'es fatigué? Je dis, mais tu t'entraînes. Je dis, tu t'entraînes 2 fois par jour. Je dis, comment? T'es à l'INSEP. Je dis, t'es avec les meilleurs, t'as le meilleur, t'as le top du top. Je dis, tu m'expliques? Et là, je prends et je dis, ok, d'accord, là, je comprends mieux. Quand je leur demande, c'est quoi ta VMA? Il me fait, bon, je sais pas, 18, 20. Je dis, comment ça, tu sais pas? Non, mais déjà 18, 20. C'est une vieille personne, 18, 20. Je dis,
C'est déjà pas mal. Je veux dire, c'est pas mal parce que malheureusement, le niveau est bas. Et le problème, c'est que je pense, quand on voit d'autres pays ou d'autres athlètes qui travaillent à un certain niveau, à une certaine intensité, au niveau français, il y a un travail puisque le World Taekwondo a changé les choses puisqu'il a remis des points en plus pour les coups de pied circulaires à la tête parce que c'était un appauvrissement, donc on va remettre ça. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit, ok, chaque round on remet à 0 pour dire. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça part plus dans un effort de sprint. Pour donner, je ne vais pas rentrer dans les chaînes musculaires, dans les chaînes anaphylactiques, etc. Mais là, on voit que c'est plus un effort de sprint, de rapidité. Parce qu'il faut finir très très vite. Sinon, on a un troisième combat. Parce qu'il y a un troisième round. Or, moi, je suis plus adepte du KO système. Quoi. Tu mets KO, il n'y a plus de problème. Mais ça règle tous les débats en général. Exactement. Et là, on voit beaucoup sur cette transition. Il y en a beaucoup qui étaient très bien sur... L'ancien, on va dire l'ancien moderne. L'ancienne filière. L'ancienne filière, où on calculait et à la fin, on accumulait tous les points. Et maintenant qu'on est passé à un round, tu gagnes, 2 rounds, et puis il y a cette différence de points, boum, ça y est, c'est fait, allez. Et là, ceux qui sont dans l'attaque, parce qu'ils ont habitué le cardio à travailler comme ça. Mais tous ceux qu'on a dit, tu te poses, tranquille, quand tu vois que tu es là, tu es en train de regarder sur YouTube la compétition en direct, et que l'athlète, il est mené, et que tu entends, vas-y, pose-toi, continue comme ça, pose-toi. Non, tu n'as plus à te poser, là, il va falloir y aller. Mais on les a habitués à faire ça. Et au niveau de la préparation, il y a un gros retard là-dessus. Un gros retard à l'INSEP. À l'INSEP, parce que malheureusement, quand tu vois... Parce qu'on va te dire, non, regarde, on a des champions olympiques. Ouais, mais grâce à qui? Grâce à quoi qu'on a des champions olympiques? Je ne sais pas, moi je suis pas la Fédé. Moi je le dis, hein. Merci Guevara, c'est grâce à lui. Hein. Pourtant, je dis tout de suite, j'ai rien avec Guevara. Attends, on va chercher. ChatGPT, dis-moi si... Mais on voit, ce qui est super avec Guevara, c'est qu'il prend des athlètes petits, il les forme et il les amène au plus haut niveau. Et alors, je te dirais qu'ils les prennent petits, c'est une chose. Il faut surtout qu'ils les entraînent bien. Et qu'ils les entraînent bien, qu'ils les forment bien et il les amène plus. Alors, on va prendre aussi d'autres clubs qui le font. Comment m'expliquer qu'il y a des clubs qui amènent plus leurs élèves en compétition à l'international que l'équipe de France? Parce qu'ils ont de l'argent déjà. Mais l'équipe de France n'a pas d'argent? Je ne sais pas. Moi non plus. Donc, après, on pourrait revenir, mais ça va. Je dis pas là pour faire la politique, mais à un moment, quand je vois des athlètes que Ici, je suis. On est libre, on dit ce qu'on veut. Quand je vois des athlètes qui sont à l'INSEP, qui ont un rythme cardiaque, il a peut-être monté un étage ce jour-là, il était un peu stressé, au-dessus de 60 pulsations cardiaques au repos. Oui, ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Quand tu vois des athlètes qui savent pas leur VMA, quand tu vois des athlètes à qui on leur fait pas une analyse vidéo sur la performance, qu'on leur dit... On prend n'importe quel sport à côté de l'élite, première division. Mais ça, c'est eux qui te disent qu'ils font pas d'analyse vidéo? Oui, parce que moi, quand je leur demande, et je leur dis, mais c'est quoi tes défauts, sur quoi on te donne de travailler? On nous dit, on se met là, on fait ça, mais c'est quoi, toi, ton analyse vidéo, de te dire, ok... Alors, justement, pour qu'on comprenne bien, c'est intéressant parce que tu travailles sur d'autres sports. Quand on fait un peu de la haute performance, et on prétend pas en faire, mais on va dire qu'il y a des basiques. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu commences n'importe quel sport, la base, c'est le physique. Donc, si tu n'as pas de physique, on va te faire courir pour voir ta capacité. Fin moteur. Mais surtout qu'on observe d'où tu pars. Donc, il faut qu'on connaisse tes pulsations au repos, qu'on connaisse ta VMA, ta récupération cardiaque, exactement, etc. Donc, on fait des batteries de tests. Moi, je me souviens quand on faisait le taekwondo, putain, on commençait l'année, c'était le stade. Il y avait... Mais on fait pas du taekwondo? Non, le stade. Ah putain. Et tu faisais des 400 mètres? Mais dans le foot, dans tous les sports, il y a une préparation physique. Justement, dans les autres sports, toi... Je trouve que dans les autres sports, il y a une préparation... Qu'est-ce qu'ils font que nous, on ne fait pas? Les préparations de base. Par exemple? Vas-y, dis-moi. Non, en fait, moi, j'ai un problème avec ce que tu dis. C'est tellement vrai, mais j'arrive pas à comprendre parce que... Oui, ça me paraît basique. Parce qu'il y a quand même des préparateurs physiques, etc., etc. Et du coup, est-ce que c'est pas aussi une question de perception? C'est-à-dire que, tu l'as dit, tu as le schéma du sprint, tu as le schéma où tu es un peu en attente, et qu'en fait, la partie tactique a pris tellement le dessus qu'on oublie presque qu'il y a une partie physique d'abord. Ok. Tu penses qu'on a délaissé ça au profit de la tactique?
Alors la tactique a pris trop, a vraiment pris un niveau. Pourquoi ? Un athlète de haut niveau, moi je fais un triangle dans un cercle. D'accord. Le triangle, c'est le mental, le physique et la technique. D'accord. Après, je mets tout ça dans un cercle où je mets l'environnement. Tout ce qui va être le mental, la famille, le poids, est-ce qu'il a bien dormi, le stress, c'est un ensemble. Et malheureusement, quand tu regardes les athlètes de taekwondo, je serais curieux de voir. Il y a des vidéos qui tournent, il n'y a qu'à regarder quand on leur voit certains qui font des burpees et que. C'est pas des beaux burpees. C'est pas un vrai burpees. On va faire un challenge burpees, celui qui fait le plus beau. pour leur défense, on va dire, ils ont fait un autre entraînement à côté, d'accord ? Bien sûr. Quand on voit des athlètes. Non, mais après, moi je comprends ce que tu veux dire, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour juger ou pas, on est Non, juste pour dire que. C'est un constat. Voilà, on fait un constat, et juste un aujourd'hui, constat. quand on a connu le sport de haut niveau, quand on a connu l'INSEP, on sait ce qu'il faut faire pour être au niveau. Performer. Et on voit qu'aujourd'hui, par rapport à cette grille de performance, qui est un petit peu transversale à tous les sports, toi tu nous dis, le taekwondo, on est passé en dessous de la ligne de flottaison. On a perdu l'efficience. On a perdu cette efficience qui faisait. Heureusement, pour certains, ils ont performé aux Jeux Olympiques. Mais tu dis que c'est parce que c'est les clubs. Et là, je pense qu'il y a effectivement beaucoup de préparation derrière les clubs qui les a préparés. Maintenant, même si l'équipe de France a aidé à les préparer, les a mis dans les meilleures conditions, mais alors pourquoi tous les athlètes de l'équipe de France qui sont à l'INSEP, c'est pas la même chose ? Là, il faut qu'on m'explique. J'ai pas les statistiques, j'aimerais bien avoir si j'avais les. On lance un appel. Athlètes de l'INSEP, envoyez-nous vos stats. Les fréquences cardiaques au repos. Ouais. Non, mais après, on avait fait une petite, un petit live, un podcast avec Firmin, tu pourras le retrouver si tu nous écoutes. Firmin que tu connais, parce que tu as guéri son dos. Parce que, on le rappelle, il l'a déjà dit, donc il n'y a pas de secret médical. Ouais. C'était quoi ? Il avait une saloperie au dos. Il a été opéré au niveau du dos. C'était quoi ? Hernie. Hernie discale avec sortie. Exactement. Une hernie, c'est une sortie, ça va comprimer le nerf, donc il fallait l'opérer. Et puis en plus, il pensait ne plus remarcher même. Voilà, moi je ne l'ai pas eu tout de suite. Oui. J'aurais aimé l'avoir tout de suite. Parce qu'il serait revenu plus. En toute modestie, je pense qu'il serait revenu plus vite. Parce que. J'étais trop fort. Non, c'est pas ça, c'est qu'en toute Gandalf. J'aime mon métier, je suis passionné par mon métier. Bien sûr, et quand en tout cas, nous on l'a revu, il va bien. Et voilà. Et pour ceux qui ont vu certaines vidéos, là j'ai soigné Richard. Richard Calixte. Et qui, voilà. Comme il a crié, je pense que ça vous montre un peu le niveau. Je sais pas. Il fait gueuler tout le monde. Si vous aimez être maltraité. Quand un athlète vient me voir, je me mets à sa place. Bien sûr, tu as été un ancien athlète, c'est ta force. Et je sais ce que ça veut dire derrière, de se faire soigner, je sais ce que ça veut dire d'être à l'arrêt. Et il va falloir lui expliquer maintenant, il va falloir travailler avec ça, et il va falloir te rendre plus fort pour que tu puisses continuer. Alors si je parlais de ça, c'est parce que justement dans notre live on parlait de est-ce que pour performer aujourd'hui, on avait fait un podcast on va dire un peu provocateur. Est-ce qu'il faut être dans une grande structure ou dans une petite structure, c'est-à-dire ces fameuses, est-ce que si tu es à l'INSEP ou est-ce que tu es dans un grand club, tu peux plus performer que dans un petit club. Et Firmin qui avait testé l'INSEP, il est resté un petit bout de temps et qui était désormais au Paris-Team, il dit en fait ça dépend de beaucoup de choses. Il dit si tu vas à l'INSEP, en fait il faut déjà être autonome parce que personne ne va s'occuper de toi. C'est-à-dire que si tu n'es pas là au niveau, on te laisse dans ton coin. C'est juste la grande institution dans laquelle tu vas faire des rounds institutionnalisés, tu vas faire, mais personne ne s'occupe de toi. Il dit par contre, quand tu es dans un petit club, là, ou en tout cas dans un club humain, là le coach, il sait où t'en es, si ça va pas bien, où t'en es de ta prépa, si tu as un coup de mou, il va t'accompagner. Donc c'est peut-être là aussi la différence. Alors exactement, moi ce que je dis à mes l'environnement dans le cercle. L'environnement dans le cercle. Et l'avantage de l'INSEP permet d'avoir des sparring de haut niveau. Oui, c'est ça. C'est ça l'avantage, d'avoir la salle de muscu et d'avoir toutes les infrastructures à côté pour pouvoir s'entraîner et performer. Ça, c'est le top. Maintenant, et c'est ça que moi je comprends pas, si moi j'étais prépa à l'INSEP et que j'avais les athlètes, mais... les pauvres rigoleraient. Ils meurent, je les fais mourir. Parce que si tu veux une... qui veut la paix prépare la guerre. Donc tu dois les préparer pour que quand ils arrivent en compétition, ils disent super,
on n'a pas entraînement, on va en compète. Ouais. C'est ça. Les anciens se souviennent, je sais pas si tu as fait, mais quand tu à l'époque tu faisais un podium et qu'ils pensaient que tu pouvais faire quelque chose, la première chose qu'ils faisaient, je sais pas si tu as connu, on t'envoyait à Font-Romeu. Dans les Pyrénées, il y avait un Krebs là-bas, et je me souviens, putain, tu t'avais là-bas. Et au départ, moi j'avais été, je me suis dit, C'est la montagne, ça vous gagne. Non, mais je me voyais, tu te vois trop beau, ça va être sympa, t'arrives, première séance, tu vas courir. Altitude plus courir. Oh mon Dieu. Et les mecs te faisaient comprendre que la base, comme tu dis, si t'as pas de cardio, mais laisse tomber quoi. Il faut. Et là aujourd'hui, j'ai l'impression qu'effectivement les gens ils courent plus trop autour du stade. Non. Alors je préviens tout le monde, c'est pas agréable, c'est chiant, je déteste ça. Mais je connais pas d'autres méthodes pour avoir un cardio. À un moment, c'est ça. Il faut. Après, il reste le vélo, mais il faut avoir leur pédaler. Alors si t'as un coach perso, bien sûr, on sait que Banga il t'a entraîné en cardio. Mais encore une fois, on fait un coucou à Banga, il est préparateur physique de formation. Je rappelle que beaucoup de coachs de taekwondo ont, comme moi, juste un diff et après ils ont vu 3 vidéos sur YouTube, ça fait pas de nous des préparateurs physiques. Donc lui, il est vraiment préparateur physique, mais pour des lambda comme moi, lui, il sait faire des exercices, moi je sais pas, la seule façon que j'ai d'améliorer le cardio, c'est d'amener les gens au stade, tu fais 400 mètres, 2 minutes de récup et on repart, et puis voilà. C'est exactement ça, c'est-à-dire que, pour revenir à la question qui était l'INSEP te permet d'avoir les infrastructures de permis. Or, pour moi, si on voudrait vraiment revenir à un niveau, c'est de s'inspirer des autres fédérations, du judo, le l'athlétisme par exemple. L'athlétisme, voilà, et vraiment performer avec les athlètes, les faire performer, parce qu'ils sont là pour performer, ils sont pas là à l'INSEP pour dire... Donc toi, tu dis vraiment qu'il y a un défi, tu constates. Moi, je constate, c'est juste je constate. Et pourquoi on a... Enfin, tu as à peu près répondu un peu à la question en disant que, grâce à quelques clubs, on s'en sort, mais pourquoi ça n'éclate pas au visage ? Après, je sais pas, c'est une question, le système qui est en place, les gens, on va dire, tu as des athlètes qui font des médailles. Excuse-moi, voilà, justement, c'est ce que j'allais dire. Le problème, c'est que tant qu'on a des médailles, est-ce qu'on se remet en question ? Non, parce que... C'est l'arbre qui cache la forêt. Combien on a fait de médailles cette année au JO ? 2. Sur 4 inscrits, on est d'accord ? Ouais. Combien de sports on fait autant que ça ? Pas beaucoup. Non, pas donc, beaucoup. On va pas se remettre en question. Voilà, donc on change chaque fois qu'on aura un petit salariste qui va nous dire vous avez pas le niveau, il va dire on a 2 médailles olympiques, salariste. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre ? Maintenant, moi, ce n'est que mon avis. Si on préparait les athlètes et vraiment comme on doit les préparer, mais à chaque championnat du monde, Alors, sans parler des niveaux olympiques, on va revenir à un niveau, on va dire, national, loisir. Toi, justement, au niveau physique, en quoi tu nous mets en garde ? Parce que tu observes justement une augmentation des blessures avec un nouveau taekwondo qui est efficient, pas efficient. Tu soignes beaucoup de champions. Quels sont, au-delà des membres supérieurs, qu'est-ce que tu vois comme blessures arrivées et qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire dans les clubs ? Parce qu'on vous allez être un peu pédagogue. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans les clubs ? Arrêter de faire ou commencer à faire pour que nos athlètes se blessent moins ? D'accord. Je vais donner un exemple, il faut savoir un peu spécifier. C'est-à-dire beaucoup de clubs, quand moi j'ai repris le club avec Sophie et Manu, d'accord ? Dans mes échauffements, je ne faisais jamais courir mes élèves. Jamais. Et je ne les fais jamais courir les élèves. Ah ouais ? D'accord, pourquoi ? Voilà. Pourquoi ? Pourquoi les faire courir d'abord ? Alors, réponse de coach stupide, pas parce qu'on faisait comme ça avant. Pour faire remonter le rythme cardiaque. D'accord, ok. Voilà. Dans un combat de taekwondo, dans un échange de taekwondo, qu'est-ce qu'on fait ? On court. Face à quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait ? On sautille. Oui. Et on se déplace. Très bien. Moi, tous mes échauffements, c'était avec un partenaire, changement de garde sur place. D'accord. Voilà. Et je faisais ma séance d'entraînement qu'avec ça. Et pour l'anecdote, il faudrait demander à Manu d'envoyer les choses, mais en les entraînant très peu de fois, puisqu'on avait que 2 entraînements semaine, on a été quand même à la, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui te permet d'être sélectionné pour le championnat d'Europe, la Cup, je ne sais plus. Président de Cup. Malgré ça, j'ai pris des élèves et je les ai amenés à la Président de Cup. Et il y en a un qui a fait un résultat après. Et toi, tu penses que juste déjà en arrêtant de courir et en se mettant à faire des exercices plus spécifiques, c'est se rapprocher au plus proche. L'efficience dans le sport de haut niveau, c'est de se rapprocher au plus proche de ce que l'athlète va rencontrer. D'accord. On va dire, tu vas prendre des athlètes qui vont faire de l'athlétisme, ils sont le jour J de la course, ils n'ont jamais entendu un starting avec le pistolet, l'autre il tire, paralysé, il n'a pas démarré. En taekwondo, tu les ramènes au plus proche de ça, tu fais des déplacements, déjà tes élèves ils ont des meilleurs appuis, ça évite les entorses, ils savent se déplacer. Toi tu penses qu'on sait pas trop se déplacer ? Je confirme.
Non, mais je pose des questions. Ce qui était vrai à une époque, je sais que j'ai fait un entraînement l'autre jour, et voilà, je demandais des déplacements, des trucs, et à un moment j'ai dû faire stop. Toi, tu le constates par exemple quand tu soignes les gens, leurs appuis, leurs chevilles, c'est faible. Leurs appuis, c'est faible. Si maintenant je voulais vraiment faire un spécifique, je leur dis ok, on commence avec la corde. On fait de la corde, on va travailler les pieds, on va travailler muscler, renforcer le pied, parce que c'est ce qui va être primordial, ça va être et sur la surface sur laquelle ils vont s'entraîner, sur laquelle ils vont devoir performer en compétition. Se rapprocher vraiment au plus proche du terrain de ce qu'ils vont faire. Après, par contre, je vais prendre une journée où je vais leur dire tel jour, on se retrouve dimanche matin, ok, on va courir. Et ils ont leurs petits devoirs à faire, ok. Le but n'est pas de leur faire 1 million d'entraînements, c'est faire du spécifique. Parce que là, je vise le haut niveau. Et donc, même avec des jeunes, avec des cadets, je faisais ça. Et j'avais des résultats. Quand j'ai passé le DIF et le CQP, je suis face à un des examinateurs et il me dit mais j'hallucine comment tu as fait autant de résultats avec si peu d'entraînement. Parce que j'essaie de prendre, comme j'ai pas beaucoup d'entraînement, j'essaie de me rapprocher au plus proche de ce que mon athlète va rencontrer. La situation. Voilà. Pourquoi perdre du temps sur 2 heures à le faire courir, or qu'il ne sait pas sauter, il ne sait pas se déplacer. Donc ok, l'échauffement, on va faire 10 minutes changement de garde, 10 minutes 360, 10 minutes 2 fois en avant, 2 fois en retrait. Mais alors près du micro, les 360. et à force, l'athlète va maîtriser ses déplacements. Comme il sait bien se déplacer, il est bien sur ses appuis, et ça sera plus facile de donner un coup de pied. Et après, la base du coup de pied, du positionnement du pied, du lever de genou. Après, je vais faire un parallèle par rapport en kiné et en ostéopathie. En kiné, quand j'ai fait mes études, on disait il y a un mauvais muscle, c'est le psoas. Les lombalgies, problème de dos, c'est le psoas. Le psoas, notre ami. Voilà. Après, quand j'ai fait mes études d'ostéo, on me disait le psoas, c'est le muscle déchet, c'est là que se remplissent les déchets, donc quand on appuie, ça fait mal. Et après, quand on fait du haut niveau de la performance, on se rend compte que s'il n'y a pas de psoas, il n'y a pas de flexion de hanche. Et s'il n'y a pas de flexion de hanche, il n'y a pas de coup de pied. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on voit toujours dans l'efficience du geste et des lombalgies? Beaucoup d'athlètes ne se rendent pas compte. C'est qu'est-ce qu'ils font? Ils font d'abord, j'incline, je me protège, et après, le micro. Je me protège, et après, je fais mon cut. Parce que pour ceux qui ne font que nous écouter, là, Christophe nous mime tous les mouvements. Donc là, je suis désolé. Là, on est en plein dedans, mais par contre, on n'est pas dans le micro. Et le problème de ça, c'est il y a un déficit sur le renforcement musculaire. Donc je dirais aux profs, faites des levées de genoux. Combien on voit d'athlètes Alors moi, ça me surprend ce que tu dis. Je remets pas du tout en doute ce que tu dis, mais parce que nous, souvent, alors on le disait de manière un peu empirique en disant, déjà, on trouvait que les athlètes, ils étaient un peu maigrichons. Donc on se disait, en tant qu'athlète de taekwondo, avant, quand on faisait taekwondo, t'étais un peu costaud, on voulait montrer les barrettes de chocolat. On était un peu... Et là, on voit des gens, mais ils sont grands et maigres. Je renvoie à une vidéo de Jesus Tortora Junior, là, où il montre comment... en 2012, il était en moins de 58, on dirait qu'il n'a pas mangé. Ouais, même là, c'est de l'anorexie. C'est l'anorexie. Mais là, Italien qui fait 2 mètres. Ouais, italien. 80. Et qui a commencé, qui n'était pas en moins de 80, qui était en catégorie moins de 64 ou moins de 68 à l'époque. Et je dis, Tortosa, en remangeant normalement, il est à 72, et Christophe nous disait même qu'il ne devrait pas être à 72. Non, pour sa taille, il devrait. Et puis quand tu vois les images, tu te dis, le pauvre. Ouais. Donc nous, on pensait, on disait de manière empirique qu'il y avait quelque chose qui clochait, mais on n'était pas scientifique comme toi pour pouvoir dire il y a ça qui va pas. Et ce qu'on se prenait en face, c'est que les coachs nous disaient non mais ils font bien plus de trucs que vous faisiez vous avant. Ils font bien plus de choses, oui, avec la jambe avant, on est bien d'accord. Ils font cut, ils font nélio, ils vont faire télio, ils vont faire double pied de jambe avant. Mais dans le coup de pied qu'il va faire, est-ce qu'il est efficient? Pour moi, non. Pour le plastron, oui. Pour le plastron, il est capable de juste avoir la touche, mais ils ne sont pas capables de mettre de la puissance. Combien il y a de KO en compétition maintenant? Ah bah non, c'est... Voilà, ça se résume à ça. Avant, tu avais beaucoup de lésions au niveau du tronc, du thorax, parce que il y avait des côtes pétées, c'est comme ça. Et même en coup de poing. Et même en coup de poing. Maintenant, non, ça n'arrive pas. Tu vois des coups de pied, si on va prendre la dernière que je vois un Dvichagi qui ressemble à, je sais pas, Captain Crochet, je vais dire... Juste pour aller chercher la petite pastille que j'ai au talon qui vient toucher le plastron. Exact. L'efficience, elle est où dans le geste? À quoi ça sert ce que je dis aux athlètes que je suis, à quoi ça sert de lever ta tête, de toucher 3 fois ton adversaire en plein casque, et puis il te regarde et il dit vas-y, touche.
Moi, je lui dis, même si maintenant je vais bientôt avoir 50 ans, je te mets un hélio, je te promets qu'après, tu vas pas me dire touche. Si je te mets un hélio, tu sais que je vais... pas de la... Exactement. Donc, je ne dis pas qu'ils ne sont pas forts. Je dis qu'on les a fait avancer dans des techniques qui ne sont pas, pour moi, ils sont efficients dans le taekwondo qu'on demande de la touche. Ouais, c'est sportif. Mais... Alors ça, à la rigueur, je dirais, bon, c'est vrai que c'est deux débats, c'est-à-dire, on sait toujours qu'une pratique sportive d'un art martial déforme l'art martial puisqu'on cherche l'efficacité. Mais moi, la question que je me posais, c'est, ok, on peut aimer, pas aimer, ça c'est encore autre chose, mais la vraie conséquence, c'est qu'on constate que ça a une conséquence sur leur renforcement musculaire. Tout à fait. C'est-à-dire qu'au-delà du fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est que physiquement, ils deviennent faibles. Ils deviennent faibles et... dans cette ultra-spécialisation, quoi. Exactement. Mais si on peut regarder un peu les karatékas, qui eux... Ah oui, j'ai vu. Oui. Les karatékas sont des athlètes un peu plus remplis déjà physiquement. Voilà. Et ils ont... parce qu'ils sont aussi beaucoup sur la jambe avant. Ah oui. On suit beaucoup. Hein. Et en fait, eux gardent quand même une certaine, beaucoup plus d'explosivité. Oui, une tonicité, ils ramènent la jambe, ils enchaînent. Oui. Chose que nous, en taekwondo, on a perdu. Et à pas savoir donner un coup de poing, malheureusement. C'est en karaté le tsuki si tu sais pas le faire. Hein. À pas savoir donner un coup de poing et les traumatismes que ça engendre. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a énormément de... Malgré qu'on ait on va dire l'art martial ou le sport de combat où il y a plus de protection, je comprends pas. On se blesse beaucoup. On se blesse beaucoup encore, beaucoup trop. Oui, mais là on se blesse tout seul en fait. Ouais, on se blesse tout seul, voilà. Je crois que tu as résumé le mot. On se blesse tout seul. Mais non, mais c'est ça qui est dommage parce que au-delà de dire c'est bien, c'est pas bien, moi ce que je me rends compte c'est que les jeunes, parce que c'est principalement des jeunes, aujourd'hui font un taekwondo en écoutant ce qu'on leur dit parce qu'ils le font sincèrement avec leur cœur et malheureusement ils se blessent parce que on ne voit pas le danger que ça a. Moi je trouve que en tant qu'éducateur sportif, hein, que tu sois préparateur, pas préparateur, ça devrait être quand même... Moi, c'est ce qu'on apprend en cours, c'est la première chose, c'est l'intégrité physique de tes pratiquants. Et je crois qu'aucun coach ne se dit, tiens, je vais mal les former. Je pense qu'on est tous mal informés sur les conséquences de ce qu'on leur apprend. Parce qu'on veut développer le taekwondo sportif, oui, le taekwondo du combat, oui. Mais on oublie que un coup de pied quand il part, il faut qu'il se ramène. Mais c'est ce que nous dit un de nos followers. Non, mais ils nous disent, mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas augmenter la puissance dans la captation du plastron électronique? Mais c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que si tu augmentes la puissance, mais même au casque, hein, si tu commences à dire qu'il faut de la puissance ici, comme tu dis, tu pourras pas faire touche-touche avec le pied. Mais c'est une très belle remarque. Si on augmentait la captation au plastron électronique, les athlètes se plaindraient parce que ça ne s'afficherait pas. Et ils diraient, mais j'ai touché. Non, c'est un sport de contact. Tu dois frapper, il faut frapper. Il faut le casser. Et on le voit, et combien d'athlètes se plaignent quand ils frappent et ils disent « Ouais, ça marque pas le plastron », alors il dit « Faut vérifier. » Mais il y a beau vérifier, c'est que l'impact n'est pas... Vérifie tes pieds d'abord. Aussi, il n'y a pas d'impact, mais c'est parce qu'on est à la touche. Ouais. On est à la touche. Ah, en plus, le pire, c'est qu'on est à la touche, et puis on est aussi à la technologie. Parce qu'on sait qu'en fonction du plastron, le capteur ne s'active pas de la même façon. Voilà. Donc il y a encore un deuxième paramètre qui est un paramètre technologique. Mais si on revient sur le principe de la santé, c'est à force de faire des coups de pied où on ne ramène pas la jambe, des coups de pied pas naturels, quoi. Des coups de pied qui sont pas dans le coup de pied naturel, on va demander des choses qui ne sont pas dans l'ordre des choses au corps. Et la blessure fait partie du haut niveau, donc là on va vraiment se blesser. Toi, tu penses qu'avec ces coups de pied qui respectent pas trop la physiologie des athlètes, on risque d'avoir des surblessures dans un avenir proche? Je pense que... à la rigueur, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, non? Oui. Le cabinet ne va pas désemplir. Non, mais ça va, j'ai assez de travail, j'ai assez de monde. C'est un autre problème. Mais non, c'est effectivement, c'est un problème à l'heure actuelle, c'est que quelqu'un qui aurait eu quelque part une opération de hanche à 70 ans, à 80 ans, quand il va arriver à 45 ans, 50 ans, toi, tu penses? Il y aura, je pense, cette génération-là, dans 15 ans, il y aura de gros soucis. Et même pour ceux qui font les punce. Oui. Parce que les punce, le pied to the sky, I believe I can fly. On ne vous oublie pas, les gens qui font du punce. Vous aussi, vous avez vos problèmes. Vous avez vos problèmes, des lombalgies, des coups de pied comme ça.
Taekwondo, du cut, un peu Nélio, ben voilà. Ouais, mais après, malheureusement, on est aussi. C'est ce qu'on nous montre sur Instagram. Oui, mais quand tu regardes, j'ai plus le nom de l'américain qui fait des CJ Nicolas. Voilà, CJ Nicolas. Quadruplé. Voilà, qui fait des coups de pied comme on a connu nous des athlètes qui faisaient ça. Et à notre époque, bon, il serait sorti du lot parce qu'il fait des choses qui sont un petit peu moi, différentes. Je le trouve très. Bah, déjà physiquement, il est athlétique. Déjà, il est athlétique. Donc on voit qu'il y a une préparation physique derrière. Quand on voit un petit peu ses entraînements, et beau gosse, hein. Il s'entraîne dans du sable, il enchaîne, il fait des choses physiques, il monte pas tout, mais il a les qualités athlétiques qui sont pour un athlète de haut niveau super. Mais par contre, c'est ce que je voulais dire, c'est que l'effet Instagram, c'est-à-dire que il a décidé de sortir du lot pour une raison. Est-ce que c'est son entraîneur, est-ce que c'est lui? Il sort du lot. Il est sur Instagram. Et ben, les gens ils voient ça, ils disent ah bah ça me plaît parce que les gens qui pratiquent ils font aussi avec ce qu'on leur montre. Si tu vas dans un club et qu'on te montre pas ça, tu vas pas toi-même dire tiens je vais faire ça. Tout à fait. Non, en même temps, il y a quoi si tu le retiens lui, on n'a rien. Ah bah oui, on est d'accord. C'est comme tu disais tout à l'heure, c'est les médailles qui cachent. Ouais. Voilà. Là, vraiment, mais en tout cas, c'est aussi le problème d'Instagram, c'est-à-dire que si on te balance des trucs, bah tu fais avec ce qu'on te montre. Tout à fait. D'où l'importance d'avoir une approche multi-technique et de ne pas se limiter à 2 techniques de la jambe avant. En tout cas, nous, c'est pour ça qu'on fait des lives. Alors, même si on n'a pas l'air sérieux comme ça, hein, vous avez vu, on a quand même un kiné, ostéopathe, spécialiste du sport, qui a beaucoup de choses à dire. Malheureusement, on touche à la fin de l'émission. J'aurais bien aimé qu'elle dure plus longtemps. Ouais. C'est toujours super passionnant. On va quand même rappeler donc, que tu es kiné où ? Je suis kiné. Sauf si tu veux pas le dire. Alors pour pas avoir de problème avec les confrères, tu veux pas le dire je suis kiné. Je suis des confrères, ils font pas de taekwondo. Je suis kiné en Ile-de-France dans le 94. Bon, et ceux qui savent, ils connaissent. Voilà, ceux qui connaissent. Il a soigné, il a sauvé le dos de Firmin. Tous les athlètes qui sont un peu dans le taekwondo, page Instagram. Il a soigné Richard Calixte, ancien entraîneur d'équipe de France. Donc si vous voulez un mec sérieux, ou en tout cas un bon avis, si vous voulez souffrir, si vous aimez qu'on vous fasse gueuler, si vous n'avez pas peur de la douleur, allez voir Christophe Salaris. Moi, merci, hein, c'était super passionnant. Merci à vous. Et voilà. C'est une première fois. Mais non, nous, notre but, c'est de renseigner les gens. C'est pas de dire c'est bien, c'est pas bien. C'est voilà, si vous faites ça, faites-le en connaissance de cause. Voilà. Et surtout, préparez-vous bien physiquement. Si tu veux taper to the moon, fais-le et prends rendez-vous avec ton chirurgien pour le col du fémur à 45 ans. Non mais tant que tu fais les choses en connaissance de cause. Exactement. Moi, ce que je n'aime pas, c'est que les gens ne soient pas prévenus. Au moins, t'as pas de surprise. Tu sais qu'en faisant ça tout le temps, si en plus t'avais une petite déformation que tu ne savais pas, bah, tu vas le savoir vite. Donc voilà, aujourd'hui, les jeunes qui font du taekwondo, prenez soin de vous, renforcez-vous. Voilà. Le conseil qu'on peut te donner en conclusion. Exactement. Renforcez-vous. Allez courir. Et voilà. Et les 5 heures que vous faites sur votre téléphone par jour, vous en consacrez 20 minutes à 30 minutes à votre préparation physique. Et on va rappeler quelques indicateurs. Il faut, pour avoir un bon niveau, 60 pulsations au repos. Pour un sportif, c'est ça. Hein. C'est ça. VMA on va dire 18-20, ça sera bien déjà. Voilà, 18-20. Ça veut dire que vous courez un petit peu. Voilà. Et récupération cardiaque après l'effort. Il faut avoir récupéré quoi. On va dire après 1 minute, c'est bien. Voilà. 2 minutes, il faut déjà vous dire... Si après un effort, tu n'es pas revenu à ton rythme de repos, c'est pas bon après 1 minute. Hein. Ouais, il faut descendre en dessous de 20 pulsations après 1 minute. Si vous descendez plus vite que ça, c'est super. Ça veut dire que le cœur s'adapte très vite à l'effort et vous redescendez très vite. Et en renforcement musculaire, nous on faisait des pompes, c'était un peu con, mais on savait pas faire autre chose. Non, moi je dirais travailler son psoas, travailler des squats. Quelques exemples d'exercices à la con. Tu peux faire du burpees par exemple. Le burpees, c'est un des... Mais il faut bien le faire. Il faut bien le faire déjà. Il faut lever les bras et sauter en l'air. On peut faire du deadlift qui est super important. Mais le deadlift, il faut déjà avoir l'équipement. Non, le deadlift, c'est... Tu le fais avec quoi ton deadlift si t'as pas d'équipement? Kettlebell. Oui, un kettlebell. Combien? Tu prends 10-12. 10-12 kilos. Pour pas se faire du mal. Le but, c'est donc le deadlift, c'est on est le dos un peu courbé, on prend le truc au sol. Non. Non, mais justement, c'est pour pas que les gens se blessent. Alors, le but, c'est de vous prenez le kettlebell, donc c'est la boule avec une anse, ou un point, une haltère. Et vous allez. En position de squat, c'est ça? En tout droit, tout droit. Et tu balances les fesses vers l'arrière. D'accord. Et tu vas accompagner par le mouvement de tes fesses. Eh ben, tu sais, moi, ce que je te vers conseille, l'avant. c'est. Je sais que tu as un site Instagram.
Mais nous des petits peu des petites Ok, vidéos. mais c'est dans les projets, c'est dans les projets. Ah, voilà, c'est super. Mais c'est pas avant 2 mois, c'est pas. Non, je suis c'est pas grave. C'est pas grave. Mais je ferai pour ceux Oui, qui. des exercices je donnerai basiques comme ça. des exercices basiques où j'expliquerai un petit peu les tenants, les aboutissants et pourquoi. Faire de l'isométrie. Alors l'isométrie, c'est quoi? C'est vous maintenez une position en contractant votre muscle. On va prendre l'exemple très simple. Vous vous mettez droit, vous appuyez votre main sur le mur et vous levez votre genou. Et vous dites, ok, mon genou, je dois le lever au-dessus des 90 degrés. Et je tiens 30 secondes. Je fais 10 fois ça, je fais la même chose de l'autre côté. Vous verrez après, quand vous ferez des coups de pied, ça va monter plus facilement le genou. Le coup de pied, il peut monter haut si vous savez lever votre jambe. D'accord? Il y a plein de choses qui ont évolué, qui ont changé. Je vais en parler rapidement. Avant, on faisait des étirements passifs. Oui. Ok. Et maintenant, on est sur le statodynamique. On fait du statodynamique. Ce qui est important, c'est de la mobilité qu'il faut savoir faire. À quoi ça sert de faire le grand écart si on n'est pas capable de donner un coup de pied puissant à la tête? Mais Voilà. à la défense, c'est ce que je disais. Hein. Pourquoi on faisait ça? La plupart des coachs disent parce que mon prof faisait comme ça et je fais comme ça. Voilà, on faisait par imitation avant, sauf que la science a évolué. Ouais. Donc ce qui est important, par exemple, c'est quand vous voulez lever la jambe, si votre corps n'y va pas, c'est parce qu'il se met en défense, c'est une raideur de protection. Donc il faut amener vers ce chemin-là et lui montrer qu'il peut y aller. Je me protège beaucoup, du coup, t'as vu. Non, mais Tellement je suis raide. non, mais c'est vachement intéressant. En tout cas, moi j'ai trouvé ça passionnant. Ouais. Moi je trouve que justement aujourd'hui, on a des gens comme toi qui sont des préparateurs de haut niveau, comme on peut voir à la télé, préparateurs des stars, parce que ce qu'on voit souvent c'est il a préparé Henry Cavill pour Superman, il a machin. Non mais je veux dire, t'es à côté en Ile-de-France, voilà, hein, tu viens et tu consultes, et je trouve ça super dommage que parce que c'est un accès libre, hein, on n'ait pas accès à ça pour que le pratiquant lambda puisse, sans même vouloir performer, être au moins en bonne santé et avoir... Après, c'est aussi par rapport à l'ordre, ça évolue, mais ne veut pas qu'on fasse de publicité, donc on peut pas dire, moi je dirais pas, je soigne un tel, je soigne un tel. Oui, voilà. Ouais, mais voici les bons exercices pour pas vous blesser. Mais c'est ce que je vais faire parce que j'ai beaucoup de demandes là-dessus et Bien t'as sûr. beau vendre les meilleurs hamburgers du monde, si t'es au fin fond de la Creuse, les gens savent pas que tu fais les meilleurs hamburgers du monde. Bien sûr. Voilà. Et en tout cas, merci Christophe. Merci à vous. On reste en contact parce que Ouais. vraiment, ce que tu fais, ça nous intéresse. Ouais. On espère. Écoute, quand tu fais, tu nous donnes, on On relaiera, partagera, on ouais. partagera parce que je pense qu'on a besoin de connaissances de gens comme toi. Tu retournes un petit peu en compétition? On peut te voir de temps en temps? Non. Pas cette année, peut-être l'année prochaine. Ah, là, cool. Parce que comme je vais un peu plus me remettre dedans par rapport au projet C'est que j'ai parfait, on a personnel, besoin de gens comme toi. et je viendrai voir. Donc voilà, si vous voulez prendre un selfie avec Christophe Salaris, n'hésitez pas. Ou si vous avez besoin de juste discuter, ce sera avec un grand plaisir. Et encore une fois, c'est l'objet du podcast, c'est de faire connaître des gens, voilà, qu'on croise parfois dans les tribunes, on n'a que 5 minutes et c'est tellement rageant. Merci Christophe. Merci beaucoup. À bientôt tout le monde. On espère que vous serez plus nombreux sur le podcast. Vous pouvez nous retrouver sur podcast, sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes. Whiteside. Apple, tout ça. Non, YouTube. Apple, tout ça, c'est pas toutes les plateformes. Apple, YouTube, Spotify, tout ce qui existe. Et puis on vous rappelle qu'on a préparé une vidéo avec Nabil. C'est en cours. On a fait une séance de freestyle de merde. On est mauvais. Donc arrêtez de vous Voilà. moquer des freestylers. Voilà. C'est pas super sympa, dur. c'est super dur. Salut tout le monde. Salut. Au